France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À la veille de leur retour, comment préparer leur accueil ? C'est le titre donné en mars 1945 à un article dans La Voix des femmes, journal né dans la clandestinité. L'article est sévère. Il faudrait peut-être y songer. 3 millions de personnes en un mois, 100 000 par jour. Où pourra-t-on les accueillir ? Rien n'est prêt. Rien ou presque. Pour ouvrir cette émission sur l'accueil des déportés et des prisonniers, écoutons la réponse que donnait cette grande figure de la résistance, Sabine Zlatin, au moment où on lui posait la question du retour. Eh bien, avant tout, j'aimerais que les personnes qui m'entendent et qui sont là et qui m'entendent à la radio, qu'ils ont une pensée pieuse pour ceux qui ne sont pas revenus. Sabine Zlatin, 1988. Sabine Zlatin, dont le nom est attaché à la colonie des enfants d'Isieux pendant la Seconde Guerre mondiale, avec toute cette réflexion qu'il y a à avoir sur l'accueil, sur le retour. Thomas Fontaine, bonjour. Bonjour. Thomas Fontaine, vous êtes docteur en histoire, directeur des projets du réseau du musée de la Résistance nationale. Il se trouve où ? À Champigny-sur-Marne pour sa tête, et c'est 28 associations en France qui travaillent à cette mémoire et cette histoire. Et Laure Fourtage est également avec nous dans le cours de l'histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne responsable des archives et de l'histoire d'ORT. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? ORT, c'est une très ancienne association juive qui a été créée en Russie à la fin du 19e siècle pour venir en aide aux populations juives discriminées, persécutées, réfugiées. Et en France, elle existe depuis 1921 pour les aider à s'intégrer professionnellement. Organisation, reconstruction, travail. Dans cette réflexion que nous devons avoir sur l'accueil, en 1945, le nombre déjà... tout le monde sur les routes, c'est absolument inimaginable. Est-ce qu'on arrive à estimer aujourd'hui la population qui... Alors, on va parler de la France particulièrement, mais ça peut être un regard européen aussi. Ah, le flot, vous avez raison, est énorme. C'est d'ailleurs sans doute le premier grand sujet posé aux Alliés, aux nouvelles autorités qui s'installent en 1944-1945. C'est plus de 900 000 prisonniers de guerre français qu'il faut ramener, plus de 500 000 travailleurs requis ou volontaires, et c'est tout le problème pour le ministère Freinet dont on va parler, un nombre indéfini encore de déportés, résistants, victimes de la répression, et les Juifs de France. Ah oui, parce que je lisais cet article de mars 1945, La Voix des femmes, c'est pour la région lyonnaise, qui disait « Rien n'est prêt, rien n'est fait ». Vous venez de le dire, il y a malgré tout déjà un ministère, c'est-à-dire que l'évidence est là, mais même pendant la guerre, il va à un moment ou l'autre falloir accueillir tous ces gens qui ont quitté leur pays. Exactement. Effectivement, en plein milieu de la guerre, on est donc en novembre 1943, un commissariat est monté de toutes pièces, le commissariat aux prisonniers déportés réfugiés, qui va être donc dirigé par Henri Freinet, un ancien militaire résistant, grand résistant, puisque à ce moment-là, les autorités issues de la résistance, le Comité français de libération nationale, se dit, eh bien, on va avoir à peu près 2 millions, 3 millions de personnes à rapatrier, à faire revenir en France. Eh bien, il nous faut une administration chargée de ça. Donc, elle monte de toutes pièces ce commissariat. À ce moment-là, on sait déjà beaucoup de choses des prisonniers de guerre et des travailleurs, mais très peu des déportés. Et pour rebondir sur ce que vous dites, Henri Freinet dit lui-même, on a beaucoup plus pensé à les faire partir qu'à les faire rentrer. C'est lui-même qui le dit lors d'une réunion, en parlant des déportés, puisqu'on sait très peu avant la libération où ils sont, combien ils sont, ce qui s'est passé pour eux. Donc on parle de millions de personnes, bien sûr. En Europe, on parle de millions de personnes. Si on prend juste l'exemple, on vient de parler de l'exemple français, mais si on prend l'exemple allemand, de l'Allemagne, totalement déstructurée évidemment en 1945, c'est plus de 17 millions de personnes qui sont sur les routes. À l'échelle européenne, il y a eu quasiment plus de 40 millions de personnes réfugiées entre 1940 et 1945 qui bougent. C'est quasiment 8 millions de citoyens soviétiques qu'il faut ramener. C'est 12 millions d'Allemands d'Europe centrale et orientale qui vont devoir migrer. C'est un sujet majeur. Et il faut insister sur ce ministère, ce commissariat qui devient un ministère quand il s'installe à la Libération de Paris en septembre 1944, avenue Foch notamment. Ce ministère Freinet a anticipé, alors là vous l'avez rappelé en début d'émission, La Voix des femmes notamment, donc
des associations de résistance lui font beaucoup de critiques et très vite, notamment venant de les associations communistes qui mènent une véritable campagne contre Henri Freinet. Mais le gouvernement provisoire de la République française qui se réinstalle prend à part entière ce problème du retour des prisonniers déportés et réfugiés. Parce que là, il y a une typologie peut-être à mettre en place. Vous venez de le dire, déportés, prisonniers, réfugiés. Alors, les déportés, on le voit bien, mais là encore, la déportation couvre plusieurs réalités et surtout que le vocabulaire est difficile à utiliser. En 1945, quand on dit déporté, ça couvre beaucoup de choses, sans doute plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Oui, exactement. Et aujourd'hui, ou en tout cas après la guerre, c'est imposé la définition du déporté comme un détenu de camp de concentration. Et en fait, déporté pendant la guerre, ça avait un sens beaucoup plus large. C'était toute personne déplacée contre son gré. Il n'y a pas eu de définition avant même le retour des déportés pour, je parle là des autorités publiques, et ça recouvrait tout un large panel de population. Pour le ministère Freinet, justement, ça désignait 3 types de populations. Ça a désigné les déportés, on le retrouve dans les archives du ministère Freinet. D'une part, donc les travailleurs civils forcés, donc au titre de la relève ou du service du travail obligatoire, le STO. Ça désignait également les Alsaciens, Lorrains, Moselans transplantés dans le Reich. Et enfin, 3e catégorie, ça désignait toutes les personnes qui ont été arrêtées et déportées en vertu des politiques essentiellement de répression ou de la politique génocidaire anti-juive. Et c'est ça, c'est ce panorama-là avec les prisonniers. On peut en dire un mot parce que ces prisonniers, le chiffre est fascinant. C'est 900 000 Français en l'occurrence. Donc c'est presque 1 million de personnes. Mais là encore, ces prisonniers n'ont pas eu le même vécu quand ils étaient prisonniers en Allemagne. Absolument pas. Là, on a énormément de vécus différents. Et les prisonniers, on parle de 900 000 prisonniers de guerre à rapatrier en 1945, mais ils étaient un peu plus d'1,8 million au début de la guerre. Donc il y a déjà eu des retours. C'est un enjeu énorme pour le gouvernement provisoire de la République française, parce que le prisonnier, c'était le grand thème du maréchal Pétain, qui s'est glorifié aussi pendant plusieurs années de ramener les prisonniers de guerre, les politiques de relève. Les travailleurs, on est sur une toute autre dimension. Et dans l'opinion publique, le mot déportation, il est très associé au travail requis, beaucoup plus qu'à ce qu'on découvre en 1945. L'horreur des camps de concentration, c'est un véritable choc pour la société française, mais pour toutes les sociétés occidentales. Tout le monde, à partir d'avril-mai 45, a en tête les charniers de Bergen-Belsen, ces monceaux de cadavres qu'on découvre, et là, une nouvelle réalité apparaît. Et le ministère Freinet, comme le disait Laure tout à l'heure, l'a mal anticipé avant, mais comment lui reprocher, entre guillemets, cela ? Il faut toujours, dès qu'on parle du retour, préciser quasiment les semaines, voire les mois, lorsque l'on parle. Et puis moi, je vais préciser les années, parce qu'on va entendre Henri Freinet, mais qui parle beaucoup plus tard. Nous sommes en 1988, et il revient sur ce moment-là. Un des obstacles qui a été très important, mais finalement surmonté, c'est qu'en définitive, je ne disposais en propre d'aucun des moyens dont j'allais avoir besoin. Médicalement, il fallait que je fasse appel au ministère de la Santé. Transport, ministère des Transports. Habillement, ministère de l'Industrie, etc., etc. J'étais donc tributaire de chacun d'eux. Or, chacun d'eux avait dans son propre département des priorités qui n'étaient pas les miennes. Donc, il a fallu faire en maintes et maintes circonstances appel à l'arbitrage du chef du gouvernement, c'est-à-dire du général de Gaulle, pour que me soient donnés les moyens dont j'avais un besoin impérieux pour faire face à cette tâche. Or, cette tâche n'était pas seulement humaine, elle était également, l'humanité était également sociale et politique au sens le plus élevé du terme. Ces hommes qui avaient été éloignés de la mère patrie allaient retrouver une France très différente de ce qu'ils avaient connu. Il y avait donc un problème capital pour la santé morale du pays, que ces hommes et ces femmes retrouvent, soient d'abord ramenés rapidement, qu'ils reçoivent un accueil chaleureux, que la France les accueille à bras ouverts. Faire tout cela dans un minimum de temps, avec un minimum de moyens, c'était évidemment un problème très difficile. Henri Freinet, ministre des prisonniers déportés, réfugiés de septembre 1944 à novembre 1945. Je donne les mois parce que Thomas Fontaine, vous avez bien eu raison de rappeler que la chronologie est très fine ici et que ça va vraiment très vite. Septembre 1944, il est ministre avec ce ministère imaginé. Vous nous le disiez, Laure Fourtage,
avant la libération, mais c'est un chaos général. Il s'en défend, mais on peut imaginer ce moment-là. C'est très compliqué à mettre en place, surtout qu'il y a des moyens de communication. Mais la libération a fait que beaucoup de choses ont été détruites. Comment ça s'organise tout ça ? Ça s'organise, il le prépare. Alors il arrive à anticiper pour essayer de synthétiser au plus vite pour les prisonniers, pour les travailleurs, mais on vient de le dire, pour les déportés. Le mois d'avril, mai, les premiers retours changent totalement la donne. On vient de l'entendre, il parle notamment de la médecine, la pathologie, ce que les médecins, souvent d'ailleurs anciens déportés, qui se consacrent à ces études ensuite, appellent la pathologie du déporté. Là, il y a tout est à découvrir et malheureusement, l'impréparation est là pour le coup assez nette. C'est parfois jusqu'à 2000 personnes qui arrivent, on va en discuter, je pense à l'hôtel Lutetia à Paris pour donner cet exemple quotidiennement. Et là, entre avril, mai, le ministère Freinet a inventé beaucoup de dispositifs pour ramener au mieux les rapatriés. Oui, parce qu'on peut bien imaginer que depuis Londres, éventuellement, mais pas seulement, partout il y a de la résistance, on imagine que l'accueil va être des hommes et des femmes affaiblis, mais venus de camps de prisonniers. On n'imagine pas, c'est pour ça que cette rupture de la découverte des camps est importante. Tout à fait. Comme je vous le disais, en fait, avant les premiers grands retours, mars-avril 45, et même plutôt avant la libération, le ministère Freinet avait disposé de peu d'informations sur où étaient les déportés, dans quel état sanitaire, comment ils étaient, où ils se trouvaient. Comme l'a dit Henri Freinet dans son témoignage, son ministère, c'était très compliqué pour lui parce qu'il était dépendant de tous les autres ministères pour mettre en place les mesures d'aide à ces rapatriés, à ces rentrants. Il est dépendant du ministère de la Santé pour les aides médicales, dépendant du ministère de la Guerre pour le rapatriement aussi. Il a cité les ministères français, mais il est aussi dépendant de toutes les autorités militaires alliées pour faire revenir en France les prisonniers de guerre, les travailleurs, les déportés. Donc, il a besoin de tous ces gens-là. Il se retrouve à la libération dans un pays qui est complètement dans une situation économique catastrophique, avec peu de moyens. On est en période de pénurie, avec des destructions matérielles. Donc, il a aussi peu de moyens à sa disposition pour venir en aide à ces rentrants. Et puis, eh bien, comme on l'a dit, il y a eu peu de choses qui ont été faites pour les déporter jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Freinet ? Il va souvent s'appuyer sur ce qu'avait déjà mis en place le régime de Vichy dans les mesures, les dispositifs d'aide aux familles de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés, en fait. Il y avait déjà des aides qui étaient prévues, des structures d'accueil qui étaient prévues. Donc, il va étendre le bénéfice de ces aides aux familles des déportés, par exemple. Il va s'appuyer aussi sur tous les anciens détenus ou tous les résistants qui sont prêts à aider, à accueillir les rentrants. Il va essayer de mobiliser la population, la société française pour venir en aide à ces rentrants. Avec ici le manque d'informations. Qui va rentrer combien de personnes ? On nous envoie pas des listes en disant voilà tant de centaines de personnes. Il y en a beaucoup qui sont mortes. Qu'est-ce que l'on peut construire à partir de là ? D'ailleurs, on peut réfléchir peut-être à ce mot d'absent qui s'impose peu à peu, les absents. Alors, les absents, c'est ce que Henri Freinet met en avant. Alors, les absents, il faut savoir qui c'est, ce que vous venez de dire. Après, ça devient aussi une sorte de slogan politique. Mais il faut quand même rappeler que la connaissance sur ces déportés, résistants, victimes de la répression, comme les déportés juifs de France, victimes du génocide, elle progresse quand même semaine à semaine. Lorsque l'on regarde les chiffres, les différents dossiers que ce ministère ouvre, il faut rappeler que ce ministère, c'est un peu plus de 30 000 agents quand même de l'État à l'été 45. Si on prend ce lien que vous venez de rappeler, que Laure vient de rappeler avec les associations nourrissent aussi ce ministère en disant, et Freinet, c'est pas n'importe qui, c'est un grand résistant, c'est le patron du mouvement combat, il sait très bien qu'il a des camarades qui sont dans les camps de concentration, Buchenwald, Dachau, ces camps sont connus. Et quant aux Juifs de France, au sein du ministère, il y a notamment une personne, moi, que je tiens toujours à rappeler, qui est François Rosenauer, qui est le chef du bureau dit des Israélites déportés. Ça va peut-être surprendre les auditeurs, mais en novembre 1944, le chiffre des détenus du camp de Drancy à quelques centaines près déportés est juste. Il est à plus de 63 000 déportés recensés. En novembre 44, il estime le nombre des déportés juifs de France à 85 000. Alors il est au-dessus du chiffre, mais on est en novembre 44. Et en février 1946, lorsqu'on regarde plusieurs mois plus tard,
le chiffre est quasiment exhaustif. Donc cette connaissance des Juifs de France, elle progresse, tout comme la connaissance des déportés résistants et victimes de la répression. Mais ce que vous disiez, en revanche, et vous avez utilisé ce mot découverte, c'est la découverte de l'horreur du génocide. C'est ça aussi, ces camps de mise à mort. Ça, alors, c'est toujours cette grande question, que savait-on, qu'ignorait-on, toujours très difficile. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'ensemble de la population, au moment où ils sont découverts, ça saute aux yeux parce que les images sont là et l'horreur est là. On sait que désormais, il va falloir accueillir des hommes, des femmes qui ont vécu l'horreur. Oui. Ah oui, l'horreur est là, le choc est là, mais alors là, pour le coup, le génocide n'est pas différencié dans les images que la population française découvre. On voit des charniers, et là, les politiques de déportation allemande, de déportation, de lutte contre la résistance et le génocide des Juifs de France et d'Europe est absolument pas différencié dans les images que la population découvre à l'été 45. Oui, c'est vrai. À partir de la découverte, de la libération des grands camps, mars-avril 1945, et du retour des déportés, effectivement, on va beaucoup plus parler de la déportation dans les médias, dans des expositions, etc. Mais comme vient de le dire Thomas, on ne fait pas de distinction, ou en tout cas, on ignore encore, en tout cas, on nie la singularité du sort des Juifs. Je voudrais juste revenir sur le terme, justement, les absents. Avant le retour des déportés, c'est vrai que le ministère Freinet décide de nommer tous les ressortissants de son ministère, les absents. Une formulation très englobante, très imprécise, parce qu'on est dans une période déjà de la guerre et de l'après-libération, où il y a une volonté de diffuser l'image d'unité entre tous ceux qui ont été détenus sur le territoire du Reich. Il ne faut pas diviser, faire de catégories à part de victimes. On est dans cette vision unitaire des détenus, sous les traits de résistants, en prétendant qu'ils aient connu un sort similaire pendant la guerre, fait de lutte et de souffrance commune, en fait. On est dans cette image, il faut unir, il faut ne pas faire de distinction, et donc on les regroupe sous le terme d'absents. Pour ce qui est des déportés, c'est pareil. L'image du déporté qui est mise en avant, c'est celle du déporté résistant. C'est celle, d'ailleurs, quand vous regardez des affiches lors d'expositions, on voit souvent l'image d'un homme dans la force de l'âge. C'est souvent lui qui est représenté. Et donc, du coup, ça représente pas du tout, ça correspond pas du tout à la persécution des Juifs, au génocide des Juifs, qui a concerné aussi des femmes, des enfants, des personnes âgées. Donc, la déportation des Juifs de France, elle est complètement invisible dans l'espace public et médiatique, puisque dans cet espace médiatique complètement dominé par cette image de combattants, de résistants. D'ailleurs, dans une de ses premières allocutions radiophoniques adressées aux détenus dans le Reich, Freinet commence par dire « Je suis un combattant qui parle à d'autres combattants ». Il y a vraiment cette image-là. Et la déportation, finalement, donc des Juifs, sa singularité n'apparaît pas, et elle n'apparaît pas non plus du coup après le choc à la vue des charniers dans les camps, etc. Puisque la seule différence dans le discours ministériel après le retour des déportés, c'est de dire que tous les déportés ont connu toujours le même sort, mais ils étaient voués à l'extermination dans les camps. C'est-à-dire que cette singularité des Juifs, comme quoi ils avaient été déportés pour être tués, génocide des Juifs, c'est un peu la définition eh bien, ça aurait concerné tous les déportés dans les camps de concentration. Ce n'est pas pour nier le fait qu'il y avait une très forte mortalité des détenus des camps de concentration, puisque d'ailleurs, on n'a pas parlé de ces chiffres de déportés qui reviennent, mais sur quelques 80 000 déportés, si je me trompe, Thomas, t'hésites pas, 80 000 déportés, je dirais non juifs, dans le cadre de politiques essentiellement de répression, il y en a la moitié qui rentrent, alors que sur les 76 000 déportés juifs de France, il y en a 4 000 qui rentrent seulement. Mais donc, il y a quand même une très forte mortalité, même parmi les détenus des camps de concentration. Mais justement, à partir de ce moment-là, la singularité de la déportation des Juifs est toujours passée sous silence, puisque on dit que tous les déportés ont connu le même sort, ils ont été voués à l'extermination, quel que soit le moyen de mort, la famine, par balle, etc. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on commence à voir aussi ce terme de camp de la mort. Tous les camps sont des camps de la mort, pour citer tous ces camps-là. Oui, cette connaissance, elle n'est pas encore affinée. Moi, je pense qu'il n'y a pas occultation, mais par contre, il y a une connaissance qui progresse. Et la découverte de ce qu'est le génocide des Juifs d'Europe est totalement inimaginable. Et pour rebondir à nouveau sur ce terme des absents et sur toute cette
progression de cette connaissance, il faut vraiment toujours se remettre dans le contexte français. La France, pour faire court, sort d'une quasi-guerre civile. Donc ce terme des absents qui unifie tout le monde, qui distingue peu, c'est aussi un enjeu énorme politique pour le gouvernement provisoire de la République française. De Gaulle, Freinet savent très bien que la société française est extrêmement divisée et qu'il faut la reconstruire. C'est le thème de la semaine du cours de l'histoire, mais c'est un enjeu énorme pour le gouvernement. Alors, je suis désolée Thomas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas d'occultation. Moi, je pense au contraire qu'il y a eu une véritable occultation de la singularité du sort des Juifs. Et pour donner un seul exemple qui pour moi le démontre, c'est justement le témoignage d'Henri Freinet. En mai 1944, lors de la journée nationale des prisonniers déportés à Alger, puisque le comité français était à Alger avant la libération, Freinet fait un discours où il distingue très clairement le sort des Juifs du sort de ce qu'il appelle lui les hommes de la résistance. Il distingue très clairement le sort, c'est-à-dire que il cite les ressortissants de son ministère, il va citer les prisonniers de guerre, les travailleurs, etc., les Alsaciens lorrains, et il termine par, et je le mentionne, il dit parmi ces déportés, parmi eux, il y a ces Juifs français dont Hitler et les siens organisent avec méthode l'abominable extermination, puis les hommes de la résistance à qui sont ouvertes les portes de l'enfer de Dachau, Buchenwald et Oranienburg. Et c'est pas la même chose, il fait la distinction entre ceux qui sont envoyés pour être tués, ils savent qu'il y a un génocide, et ceux qui sont envoyés dans les camps de concentration pour être potentiellement libérés à la fin. C'est pas la même chose. Il distingue. Donc lui, il sait très bien ce qui se passe. Il n'y a pas une ignorance des autorités publiques du sort des Juifs, même si tout le monde n'est pas au courant aussi nettement et finement, mais au niveau des autorités issues de la résistance, on sait très bien ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Oui, mais si on prend l'exemple, par exemple, de l'exposition, puisqu'on parle de comment le ministère parle à l'opinion publique, prenons l'exemple de l'exposition Crime hitlérien, qui n'est pas une petite exposition, au Grand Palais. Mi-juin 1945 jusqu'à milieu de l'été, du milieu du mois d'août 1945, c'est plus de 500 000 visiteurs à cette exposition au Grand Palais, qui va ensuite tourner en province pendant des mois. Donc le public va voir cette expo. Au Grand Palais, il y a une salle persécution raciale, une salle Drancy. J'ai cité tout à l'heure le travail du ministère et de François Rosenauer qui sort les chiffres de Drancy. Vous avez le public découvre un grand mur, un grand panneau muséographique avec tous les convois, année par année, partis du camp de Drancy. Et lorsqu'on regarde à côté la chronologie des persécutions, il y a le Veldiv, il y a l'arabe du billet vert en 41, il y a le Veldiv, il y a ciblé très précisément le nombre d'arrestations d'enfants. Ça, c'est quand même assez limpide. Et cette connaissance, elle va continuer. Et puis, je voudrais ensuite citer quand même les travaux, notamment plus récents de François Azoulay, qui a montré que, évidemment, cette singularité du génocide, elle est perçue, comprise et plus que débattue, notamment par les intellectuels catholiques et protestants dès l'immédiate après-guerre. Donc il y a une véritable connaissance, mais j'insiste, on est en train de parler d'une période de temps du retour qui est, lorsque le choc est découvert d'avril 45, au tout début, fin de l'année 45, début de l'année 46. Et l'enjeu, c'est ramener plus d'1,5 million de personnes. Donc ce ministère, il a, à mon sens, fait beaucoup quand même. Avec cette idée que c'est le retour qui pose question, comment accueillir autant de personnes qui reviennent, et on le découvre peu à peu, pour une grande partie d'une horreur absolue, que ce soit de la concentration et puis les quelques survivants des camps de mise à mort. La question du retour, c'est aussi le témoignage. Au moment d'arriver, de dire mais comment vous avez réussi à quitter ce lieu pour revenir en France? Ces témoignages, on les retrouve dans le film, le sublime film Les Survivants de Patrick Rothman. On part le 29 mai avec des camions militaires américains. On remonte sur la France, avec une halte sur le lac de Constance. Et moi, j'avais une place privilégiée. J'étais à côté du chauffeur. J'étais très bien, puis les copains étaient derrière. Et je faisais que lui allumer les cigares. Enfin, c'est un voyage de retour, évidemment, assez joyeux. On nous a mis dans des camions ouverts, vous savez, à bâcher éventuellement. Après, on a eu un train en 3e classe, je crois bien. On est passé par le nord.
On a atterri à Bruxelles, où j'ai changé de train pour prendre un train. Je suis arrivé en première classe à Paris, à la gare du Nord. Je suis tombé sur une gare où je suis tombé sur des prisonniers qui étaient embarqués dans le train. Et j'ai demandé où c'est qu'ils vont. Ils ont dit, on retourne en France. Je dis, mais moi aussi, je peux mettre dedans. Ils ont dit, vous pouvez monter. Je suis monté dans ce train-là et jusque je suis arrivé à Lille. Un infirmier est venu me secouer dans mon lit, dans ce lit de camp, et me dit « War is over ». On embarque dans la carlingue. Bon, l'avion décolle. Et au bout d'un moment, il y a un des stewards qui est sorti de la cabine de pilotage. Il est venu vers nous et il nous a dit « Ça y est, nous sommes en France ». Alors je peux vous dire que la libération, c'est ça. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les survivants, avec tous ces témoignages qui nous montrent la diversité des situations. On l'a évoqué, la diversité de la détention, la diversité des retours, il y a de la débrouille, il y a des associations qui s'occupent également de faire revenir les gens. Comment ça peut être imaginé? Est-ce que c'est possible de décrire ces systèmes de retour? On sent qu'il y a beaucoup de bricolage ici. Il y a une grande diversité. Alors ça, voilà, faut déjà insister là-dessus. Le ministère, et on revient sur le rôle du ministère Freinet et de son impréparation, en tout cas sur la découverte à nouveau de la situation des déportés. Gare d'Orsay, grande gare par exemple parisienne qui devait accueillir l'ensemble des rapatriés. Et puis très vite, on s'aperçoit que du fait des déportés, il faut réquisitionner l'hôtel Lutetia. Mais ça veut donc dire que, et Laure l'a rappelé tout à l'heure, le ministère, la France est dépendant déjà de l'organisation des Alliés. Qui a la main sur les rapatriements, qui eux réunissent tous les rapatriés lorsqu'ils sont notamment en Allemagne, les séparent par nationalité et donnent le feu vert en quelque sorte à chaque gouvernement pour ramener les gens. Donc il y a des centres qui sont organisés par le ministère Freinet à la frontière, pas seulement le poids de la région parisienne. Pourquoi poids de la région parisienne? C'est évidemment la capitale, et deuxièmement, beaucoup de retours, la majorité des retours sont prévus et se font par train. Mais, et les témoignages viennent de le dire, on vient d'entendre Ida Grispan qui revient en avion par l'aéroport du Bourget. Donc là, c'est très important, c'est que du fait de la situation des déportés, on s'aperçoit que les plus atteints, gravement touchés, doivent être rapatriés en avion. Il en va de leur survie. Il faut aussi toujours rappeler que des déportés meurent après la découverte et après la libération des camps de concentration. Puis on a entendu d'autres témoignages, et je vais terminer là-dessus, qui montrent aussi des rapatriements seuls par les familles. On a, je pense, beaucoup en tête le cas de Robert Antelme et du couple avec Marguerite Duras et François Mitterrand qui va le chercher en Allemagne. Moi, je voudrais citer un cas peu connu d'un inconnu de la résistance, Jacques Damiani, qui survit, on ne sait pas comment, à l'horrible commando d'Hersbruck, quasi mourant, qui réussit à être libéré du camp de Dachau, 40 jours de coma, et c'est son père qui vient le chercher, comme ça vient d'être entendu, près du lac de Constance, à Reichenau, et qui le ramène le 15 juillet 45 en train chez lui. Oui, en fait, pour certains, c'est un véritable périple, ce retour. Je ne sais pas si vous avez lu La Trêve de Primo Levi, mais on voit que à partir du moment où il est libéré d'Auschwitz le 27 janvier 1945 et son retour en Italie, ça prend 9 mois. 9 mois pour rentrer chez lui, par divers moyens, par divers transports. Et donc, c'est vraiment un vrai périple. On peut lire aussi Joseph Bialo qui raconte, dans ces temps d'hiver que les jours rallongent, qui raconte aussi ce périple de ceux qui sont libérés par les troupes soviétiques et qui doivent ensuite passer par tout un tas de villes d'Europe centrale et orientale avant d'éventuellement rejoindre le port d'Odessa et d'arriver à Marseille par bateau. Et encore là, on parle de ceux qui sont capables de rentrer chez eux tout de suite. Parce que comme on l'a déjà suggéré, c'est que les déportés, donc comme on l'a dit, les déportés sont souvent malades, très malades, et ne peuvent pas reprendre le chemin du retour tout de suite. Il y en a qui sont hospitalisés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour parler de ces différenciations de retour, on peut citer quelques camps aussi, parce qu'on voit bien que, en ce qui concerne ceux qui ont été libérés à Buchenwald, ça prend quelques jours, 8 jours tout au plus, pour rentrer chez eux, alors que pour ceux qui sont libérés à Dachau ou Bergen-Belsen, ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que
le ministère Freinet dépend toujours des autorités militaires alliées qui décident, notamment à Bergen-Belsen et Dachau, en raison de la propagation du typhus et des maladies contagieuses, de fermer le camp et donc de laisser les gens à l'intérieur où se perdure une extrême mortalité encore après la libération. Donc voilà. Des centaines de Français, par exemple, pour prolonger l'exemple de l'Eure, s'organisent au camp de Mauthausen, qu'ils appellent le camp de Mauthausen libre, durant tout le mois de mai et début juin 1945, avant d'avoir le feu vert pour rentrer. Ils s'organisent, ils continuent à vivre dans les baraques du camp de Mauthausen, tout juste libérés le 5 mai 1945, et ils attendent le feu vert, et ils savent très bien, ils voient très bien que l'organisation va pas suivre, donc ils trouvent des moyens, et ils s'occupent de leurs camarades les plus touchés, avant de pouvoir rentrer à Paris au mois de juin 1945. Ouais, c'est cette chronologie que nous évoquions tout à l'heure avec tous ces témoignages, mais par définition, le témoignage arrive après. Et sur le moment, il faut faire avec ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas et ne pas oublier quelle était cette douleur. Vers 3 heures, une rumeur. Les voilà. J'entends annoncer le ministre. Je reconnais Freinet parmi les officiers. Tout à coup débouchent du couloir d'entrée 2 scouts qui portent un homme. L'homme les tient enlacés par le cou. Les scouts le portent les bras en croix sous les cuisses. L'homme est habillé en civil, il est rasé. Il a l'air de beaucoup souffrir. Il est d'une étrange couleur. Il doit pleurer. On ne peut pas dire qu'il est maigre, c'est autre chose. Il reste très peu de lui-même. Si peu qu'on doute qu'il soit en vie. Pourtant non, il vit encore. Son visage se convulse dans une grimace effrayante. Il vit. Il ne regarde rien, ni le ministre, ni la salle d'honneur, ni les drapeaux, rien. Sa grimace, c'est peut-être qu'il rit. C'est le premier déporté de Weimar qui entre dans le centre. Suivent 2 autres scouts qui soutiennent un autre vieillard. Il pleure, le vieillard. On ne peut pas savoir s'il est aussi vieux que ça. Peut-être qu'il a 20 ans. On ne peut pas savoir l'âge. Le ministre s'approche et se découvre. Il va vers le vieillard. Il lui tend la main. Le vieillard la prend. Il ne sait pas que c'est la main du ministre. Il continue à pleurer, il n'a pas levé la tête. La douleur de Marguerite Duras, c'est une lecture de Reine Villers dans le cours de l'histoire sur France Culture, avec un aspect qu'il faut évoquer. On parle des questions sanitaires, c'est vrai que c'est toujours un mot qui couvre quelque chose d'assez obscur, qui fait peur. On imagine les épidémies, le typhus, mais puis il y a ce concret, c'est la réalité des corps, du vécu, ces gens qui ne peuvent plus se déplacer, qui paraissent mourants. Ça, c'est à prendre en compte dans l'idée d'accueil de tous ces déportés. Comment c'est pensé ? Avant le retour des déportés, on peut le dire, le ministère Freinet avait prévu un programme de rapatriement sanitaire, donc pour des personnes malades, mais ce programme n'était pas destiné à prendre beaucoup d'ampleur. Et c'est vraiment avec l'arrivée des premiers déportés, en constatant leur état famélique, ces corps décharnés, cette faiblesse physique, que finalement ce programme sanitaire va prendre beaucoup plus de place que ce n'était prévu au départ. Et justement, la création de ce centre du Lutetia s'intègre totalement dans le cadre de ce programme sanitaire. À la base, l'hôtel Lutetia n'était pas du tout prévu comme un centre d'accueil pour déportés. Et comme l'a dit Thomas, à partir du moment où le ministère a compris que Paris allait devenir le lieu de passage central des rapatriés, ce qui n'était pas prévu non plus au départ. Au départ, dans le programme de rapatriement, c'était justement d'éviter la capitale. C'était de faire arriver tous les rentrants par les frontières. Et donc, il avait prévu tout un déploiement de centres d'accueil aux frontières belges, allemandes, et puis bien sûr au sud-est vers Marseille. Et puis, dépendant des alliés, qui décident finalement qu'on peut utiliser les avions, puisqu'au départ, c'était pas prévu non plus, que finalement, il va falloir rapatrier beaucoup plus de monde en très peu de temps. Paris devient le lieu de passage central de l'arrivée des rentrants. Ils construisent, ils aménagent en toute hâte cette gare d'Orsay pour accueillir tous les rentrants à Paris, mais la gare d'Orsay est prévue pour
1000 à 1500 personnes à peu près par jour, mais il en arrive quotidiennement plus de 10 000. Donc très vite, la gare d'Orsay se retrouve complètement saturée. Et puis surtout, les autorités sanitaires se rendent compte que la gare d'Orsay n'est pas du tout adaptée pour accueillir des personnes malades. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'aide de la Fédération des déportés, je ne vais pas dire tout le nom entier de la Fédération des déportés, le ministère Freinet décide de trouver un lieu d'accueil, un centre sanitaire d'accueil des déportés. Et c'est là donc que finalement l'hôtel Lutetia, qui était donc au départ le lieu du service, le service de renseignement allemand à l'Abwehr, qui se trouvait là pendant l'occupation, est finalement réquisitionné pour devenir un lieu d'accueil pour les déportés. Bah oui, l'hôtel Lutetia, on peut le présenter parce que c'est un immense bâtiment. Il est impressionnant et beaucoup de chambres. Un très beau bâtiment, boulevard Raspail, où les Allemands n'ont pas oublié de s'installer dans les beaux endroits. Et le contre-espionnage allemand, l'Abwehr, effectivement, s'installe à l'hôtel Lutetia. L'avantage de l'hôtel Lutetia, qui est réquisitionné donc par le ministère, c'est son nombre de chambres. Voilà. Le 3e étage, au bout de quelques semaines, est intégralement consacré aux femmes, par exemple. Il y a des centaines de chambres à l'hôtel Lutetia. Il y a même quelques hôtels autour du Lutetia qui sont réquisitionnés en complément au moment du plus grand nombre des retours. Mais je veux rebondir et compléter ce que disait Laure sur la problématique sanitaire qui est absolument cruciale pour le ministère. On l'a dit tout à l'heure rapidement, mais le ministère fait appel, donc Laure vient de le dire, à des associations. Il fait appel à la population française. C'est la grande campagne nationale du retour entre mai et octobre 1945. Il dit aux Français, comme vient de le dire Laure, les déportés, les réfugiés vont revenir chez eux, partout en France. Aidez-les. Soit envoyer des fonds au ministère, soit aidez-les par des vêtements, par de la nourriture. Là encore, jamais oublier le contexte. On a encore des quarts de rationnement. Vous allez en parler cette semaine. Il y a une énorme crise du logement. Et là encore, les différences sanitaires et de vie sont totalement variées entre les déportés. Certains rentrent en famille, vont tout de suite être aidés. D'autres sont seuls. Et dans le cas des Juifs de France, beaucoup et l'essentiel même des familles ont été exterminés ou ne sont plus là. Les appartements ont été spoliés, réquisitionnés. Avec vraiment cette temporalité, moi j'aime beaucoup insister là-dessus parce qu'on fait de l'histoire et c'est travailler sur le temps, mais il y a ce premier temps sanitaire et puis ça peut être un jour ou 2 ou 3 ou une semaine et puis après ça s'étend, retrouver les familles. Oui, justement, la première étape, c'est l'accueil immédiat, ce que le ministère Freinet appelle l'accueil immédiat. Le Lutetia s'intègre dans cet accueil immédiat où les déportés qui arrivent au Lutetia vont être soumis à des formalités administratives et sanitaires. Administratives, c'est essayer d'identifier qui ils sont, leur statut, les interroger, savoir s'il n'y a pas de collaborateurs, qui ils sont. Et puis il y a aussi, mais comme c'est un centre sanitaire, on fait passer quand même en premier les questions médicales, prendre soin d'eux, les coucher, leur faire passer une radio, etc., les examiner médicalement. Donc c'est ces formalités qui arrivent en premier. Mais ce qu'il faudrait pas oublier, ce qui est vraiment important, c'est que le Lutetia a longtemps éclipsé tous les autres centres de rapatriement qui ont existé sur le territoire français. Parce que depuis une quarantaine d'années maintenant, le Lutetia a été érigé en symbole du retour des déportés. L'idée n'est pas de nier sa singularité, puisque c'est un grand centre où la moitié quasiment des déportés rentrants sont passés par le Lutetia, mais comme je viens de le dire, uniquement la moitié. Par où sont passés l'autre moitié? Eh bien, il y avait ceux qui sont passés par les autres centres que j'ai cités aux frontières et qui sont rentrés directement chez eux en province. Il y a ceux qui sont arrivés à Paris, mais qui étaient tellement malades à l'arrivée à la gare de l'Est, à l'aérodrome du Bourget, qu'ils ont été envoyés directement vers des hôpitaux. Donc voilà. Donc tout le monde n'est pas passé par le Lutetia. Et surtout, le Lutetia, comme on vient de le dire, ce n'est que la première étape, vous l'avez dit, les formalités administratives, les formalités sanitaires, mais il y a ensuite une deuxième étape plus longue. En tout cas, dans la première étape, on retrouve Sabine Zlatin. Ils sont venus tout de suite en nombre. Il fallait les complètement changer. Il fallait les baigner. Il fallait les dépouiller, les cheveux, raser. Et il fallait faire tout pour ce qu'on a trouvé dans un état, vous savez, terrible. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas s'habituer, vous savez, à un confort avec de l'eau chaude, de l'eau froide et tout. Vous savez, ils ne pouvaient pas. C'était plus fort qu'eux, vous savez. On ne peut pas dire qu'ils étaient heureux de trouver l'eau chaude et l'eau froide. On ne peut pas les dire.
parce qu'ils étaient tellement surpris par tout cela que, ma foi, vous savez, ils ont dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment j'ai vu, est-ce que c'est vraiment un drap, est-ce que c'est vraiment un véritable lit, etc. Vous comprenez? Alors il fallait, vous savez, là, nous avons eu des assistantes sociales qui sont occupées moralement pour les remonter, vous savez, les morales, et pour leur dire, c'est la vérité, vous êtes libre, vous êtes dans un hôtel qu'on a réquisitionné, mais naturellement, vous comprenez que c'était très dur de leur faire comprendre, vous savez, à beaucoup, ceux qui ont beaucoup souffert, c'était très, très dur de comprendre que maintenant c'est la réalité, qu'ils sont revenus à la vie. Soigner les gens, c'est vrai que c'est une chose, ça dure plus ou moins longtemps, mais alors, ce retour à la vie, ça, c'est un autre défi, on l'imagine mal pensé en 1945, au sens où qui pouvait imaginer une telle horreur, et autant de gens qui ont vécu une telle horreur. Ce qui se passe à l'hôtel Lutetia nous rapproche de l'individu. J'ai l'impression que depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on parle des déportés, mais au sens 1945 à peu près, tout le monde, on parle des absents, et puis tout doucement, ça y est, hein, il y a ce que vous disiez, leur fourtage, il y a l'individu avec son identité. Tout à fait. Et chaque cas est différent. En tout cas, pour ce qui est des déportés juifs, certains vont retrouver de la famille, d'autres non, leur appartement ou pas. Certains retrouvent leurs biens, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est des déportés juifs, il y a quelque chose de commun à tous les rescapés de la Shoah. C'est qu'en fait, ça pourrait être résumé par ce qu'a dit Joseph Bialo dans son livre, et que Sabine Zlatin rappelle dans son témoignage, être libéré ne signifie pas être libre. Parce qu'en fait, c'est une véritable... Et ils emploient ce terme-là, les rescapés, souvent, ils parlent de renaissance après Auschwitz. Une renaissance, un retour à la vie, mais encore faut-il avoir le mode d'emploi. Et c'est compliqué. Ce qui caractérise tous ces rescapés de la Shoah, c'est les problèmes psychologiques, la difficulté à se réinsérer dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus, qu'ils ne connaissent plus. Ils savent très bien et faire le deuil de leur vie d'avant, parce qu'ils ne pourront plus retrouver la vie d'avant. Ils ont perdu souvent un ou plusieurs proches. Donc, ils se sentent en décalage. Simone Veil aussi, elle le dit souvent dans ses témoignages, il y a vraiment ce sentiment de décalage avec le monde qu'elle retrouve et de se sentir incompris. Simone Veil. Je crois que de toute façon, ce qu'on a vécu est tellement hors du monde, différent qu'on ne peut pas le faire comprendre, et que nous sommes à la fois obligés d'en parler. C'est une nécessité, c'est une promesse qu'on a faite, c'est un engagement, et en même temps chaque fois frappé de ce que c'est une expérience incommunicable. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance, et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent, à nous tous, que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption, il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément, nous gênons. Pour des raisons probablement très profondes, qui ne sont pas simplement le fait qu'on veut nous faire taire par indifférence, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Simone Veil, évidemment, Thomas Fontaine. Quand on a en tête ces images de l'hôtel Lutetia, c'est moi qui nous intéresse en 1945, on voit toutes ces photographies accrochées au mur, des gens qui viennent rechercher des proches. On voit bien que l'idée de la transmission du savoir, ce qui s'est passé, ça naît à ce moment-là, mais l'urgence, c'est soigner les gens, c'est de leur retrouver une famille. Et puis, ce que nous disait Laure Fourtage, c'est que dans le cas des Juifs, on revient chez soi et on se rend compte que son appartement a été spolié, qu'on n'a plus aucun bien et que toute sa famille a disparu. Donc, il y a toutes ces temporalités qui se mêlent et on comprend l'ampleur du défi de cet accueil. Oui, le premier enjeu, on vient de le dire, il est sanitaire. Lorsqu'on le regarde, il faut que l'auditeur se rende compte pour les historiens qui travaillent sur ces populations, sur ces déportés. Lorsqu'on ouvre des archives, on tombe notamment sur cette fameuse carte verte, la carte médicale.
Et là, quand on la retourne, on voit l'invalidité, on voit les pathologies pulmonaires, l'état des corps et l'état de la psyché, des problèmes, tout ce que vient de dire Laure. Ensuite, il y a très vite, ces politiques-là, elles sont temporaires. Le Lutetia, c'est 5 jours, 15 jours, 3 semaines, selon l'état des personnes. Dans les centres à la frontière, à Longuillon par exemple, les gens n'y restent que quelques heures ou quelques jours avant d'être aiguillés vers leur famille, chez eux, avec toutes les diversités qu'on vient d'évoquer. Si je citais par exemple l'exemple d'André Sellier, jeune déporté au camp de Buchenwald-Dora, dont le père, lui, revient également d'Auschwitz-Buchenwald. La famille est là, les proches sont là. Et André Sellier, il bénéficie notamment d'un des dispositifs du ministère Freinet, qui est de pouvoir, il était le major de la première promotion de l'agrégation d'histoire, du CAPES, d'histoire en 1942. Il décide de passer l'ENA et il y a des concours réservés aux déportés pour faciliter leur réinsertion dans la société. Et de façon très symbolique, il est major de la promotion Jean Moulin en 1947. Serge Schumoff, qui revient de Mauthausen, qui organise le rapatriement des déportés, il est seul, il est sans famille, et une chance absolument inouïe, son propriétaire a gardé sa chambre boulevard Brune, ce qui l'étonne tout à fait, sa chambre d'étudiant, jeune électricien. Et qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est tout de suite, et c'est la troisième donnée que ces déportés ont très vite en tête, le témoignage, tout le monde ne le fait pas. Certains le font et rangent le témoignage au fond d'un tiroir. D'autres décident d'éditer à compte d'auteur. Serge Schumoff, lui, il a en tête des archives cachées au camp de Mauthausen. Et le ministère lui paye un billet d'avion pour retourner à Mauthausen début juin 1945 pour aller chercher les archives. Il est déjà dans une logique historique. C'est un cas évidemment extraordinaire et ultra minoritaire. Mais cette idée du témoignage, de transmettre, elle va être tout de suite là chez beaucoup de déportés. Est-ce qu'on les a entendus ? Est-ce qu'on les a lus ? Là, c'est un autre débat. Oui, ça c'est vraiment toutes ces questions de temporalité et puis de l'individu et du groupe. C'est sûr que chaque individu a son parcours relié à d'autres communautés. On pourrait parler de ceux qu'on appelait alors les gens du voyage, les Roms, les Tziganes, qui sont tous dans cette histoire-là avec des identités propres, des identifications qui leur correspondent, qui correspondent pas tout à fait à d'autres, mais malgré tout, il y a ces carrefours. L'hôtel Lutetia c'en est un. Vous nous avez dit qu'il y en avait tant d'autres. Ici, est-ce que j'utilise des mots, on est en écho à ce que disait tout à l'heure Sabine Zlatin, est-ce qu'il y a déjà l'idée du suivi psychologique? Et c'est un anachronisme crasse d'utiliser ce mot-là, mais est-ce que déjà c'est présent ici? Très peu. On a, en fait, les premiers qui vont, et Thomas en a un peu parlé, en fait, cette pathologie du déporté, les premiers qui vont faire des études sur les séquelles de la déportation, ce sont en général des anciens détenus des camps, qui sont médecins, et qui vont analyser un petit peu leur propre vécu, et puis ceux de leurs camarades de camp, pour déterminer les séquelles physiques et les séquelles psychologiques. Mais on est à l'étape de balbutiement d'études sur ces séquelles psychologiques. Et on est plus dans l'étude que dans le soin. L'idée de soin, comment les soigner. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas comment les soigner, surtout. Pour ce qui est des déportés juifs, on a parmi la communauté juive, on a un des pionniers de ces études des séquelles psychologiques qui a essayé de venir en aide aux rescapés de la Shoah, c'est Eugène Mikowski. Eugène Mikowski, qui est psychiatre, lui a pris en consultation plusieurs adolescents étrangers d'ailleurs, et qui sont passés par les camps, et par des différents camps, et il va analyser donc les différentes réactions, les comportements de ces jeunes, et constater par exemple qu'il y a une sorte d'insensibilité émotionnelle que l'on retrouve chez beaucoup de déportés quand ils rentrent. Il utilise le terme de anesthésie affective.
En fait, après avoir vécu tant de violence, avoir vu tant de morts, c'est comme si ces jeunes trouvaient la mort comme presque banale. Et ce qui peut faire référence à ça aussi, écho à ça, ça me revient en mémoire, c'est ce qu'a raconté Ginette Kolinka lorsqu'elle est rentrée des camps, et ça pourrait peut-être s'apparenter à cette sorte d'insensibilité émotionnelle. Et c'est quelque chose qu'elle raconte en disant « je l'ai toujours regretté après coup, mais sur le moment j'étais incapable de faire autrement ». Elle a été déportée avec son père, son frère et son neveu, et quand elle rentre seule, sans son père qui n'est pas revenu, son frère et son neveu, et elle retrouve sa mère dans son appartement parisien. Et bien sûr, la première question de sa mère, c'est et papa, est-ce qu'il va rentrer? Et elle lui dit de but en blanc, sans filtre, sans délicatesse, et évidemment, il est mort. Et en fait, elle s'est pas rendue compte de la douleur qu'elle a provoquée sur le moment à sa mère, et c'est quelque chose qu'elle regrette. Mais à ce moment-là, elle disait je ne pouvais pas faire autrement. J'étais sans sentiment, sans émotion. J'avais perdu toute émotion. Donc, on a quand même comme ça quelques personnalités qui vont essayer de prendre en charge, mais c'est tout à fait minime. Voilà, comme Ginette Kolinka, elle dit à cette époque-là, je me suis pas sentie bien pendant 1 année, 2 années. Je ne voulais pas sortir, je ne voulais rien faire. Aujourd'hui, je dirais j'ai fait une dépression, mais personne n'était là pour me le dire. J'étais pas prise en charge médicalement, c'est très 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 rare en fait. C'est là où le rôle des organisations des amicales, pour ceux qui adhèrent et qui y vont, est crucial. Il y a une fraternité de la douleur, des camps, pour ceux qui ont la chance de rentrer, qui permet d'échanger, de discuter, et qui permet de combler ce vide d'aide que vient de souligner Laure, même si on le voit dans certains centres, si je prends l'exemple de la fédération qu'on évoquait tout à l'heure, la FNDIRP, des résistants et patriotes, ils mettent en place dans la continuité des premiers centres au retour en 45 des dispensaires. Alors vous avez des services de cardiologie, pulmonaire, les dentistes. La FNDRP en 45-46 mobilise quasiment 8000 dentistes en France en disant là, il y a un enjeu. Et quand on regarde le dispensaire, par exemple, à Lys Gros-Perrin, il y a des bureaux avec des psychologues, et comme le disait très justement Laure, ce sont d'anciens déportés. Mais c'est pas encore, la découverte du problème est telle que les réponses aux solutions sont pas encore là. Et puis le contexte est tellement particulier parce que tout ce que nous évoquons ici doit s'inscrire dans un moment de joie intense de la population, parce que ça y est, l'Allemagne nazie est défaite, c'est la victoire, c'est la libération. Et dans ce Paris qui se libère, on voit bien ces corps décharnés pour certains qui ont encore la tenue déportée, rayée, et puis à côté il y a des gens qui reprennent vie. Enfin, ça permet aussi de saisir combien c'est difficile ce retour. Oui, complètement. Ça rejoint ce qu'a dit Simone Veil dans le témoignage, ce sentiment d'être gênante, en fait, de vouloir parler auprès de ses proches même et de ne pas être entendue. C'est un peu des troubles faits. Donc difficulté de pouvoir s'exprimer auprès de ses proches, impossibilité de s'exprimer à l'extérieur aussi auprès de spécialistes, etc. À part dans les cercles particuliers d'anciens détenus où cela fait effectivement comme une sorte de thérapie, on pourrait dire. Mais voilà, c'est vrai que du coup la réinsertion s'en trouve forcément influencée par ces problèmes sanitaires, réinsertion très compliquée pour les déportés juifs en particulier, pour beaucoup pour des raisons médicales. Il y en a qui vont être hospitalisés plusieurs années parfois, et puis même quand ils arrivent à reprendre pied, je pense notamment à Henri Borland, son cas à lui, on voit qu'il reprend des études très rapidement, il fait des études de médecine, il travaille, grâce aux programmes spéciaux mis en place par le ministère Freinet qui leur permettent d'avoir des sessions spéciales, de passer les étapes, les bacs, etc., plus rapidement que les autres, eh bien, il va commencer ses études de médecine, mais très vite, il va être stoppé parce que, même quelques années plus tard, même, il est stoppé dans ses études, dans sa réinsertion, parce que là, on lui découvre, ça y est, une tuberculose pulmonaire 2, 3 ans, 4 ans plus tard. Et il rechute encore plusieurs années plus tard. Donc, c'est une vie souvent parsemée ponctuée de difficultés sanitaires. Et puis, c'est d'ailleurs dans les années 70 que lui, à ce moment-là, des années 70, il décide de suivre une psychanalyse pour essayer de mieux supporter ce qu'il a vécu.
Et voilà, je citais tout à l'heure l'exemple de Pierre-Serge Schumoff. Jusqu'au milieu des années 50, il n'y a pas une année où il fait pas 2 à 3 mois de sanatorium en Suisse. Lorsqu'on regarde, on est en train pour réaliser le mémorial national des femmes en résistance à la déportation qui va être installé au fort de Romainville. On essaye de faire une étude sur l'accord des femmes au retour. On était en archive la semaine dernière avec l'équipe du mémorial, et au détour de courrier de début 46, début 47, 2 anciennes déportées échangent en disant t'en es où? Moi je suis en Suisse. Et alors qu'elles parlent de la vie, à la fin le courrier se termine, et ton foie comment va-t-il? Voilà, cette dimension sanitaire elle va durer longtemps, et la réinsertion elle est hachée. Vous allez parler cette semaine de la reconstruction. Je réinsiste, certains reprennent une vie normale entre guillemets, sans ces problèmes et ces questions psychologiques et du témoignage, pas avant le milieu des années 50. Pour les autorités, ça se termine quand d'ailleurs ce retour? À quel moment on se dit ça y est, ça c'est réglé et on passe à autre chose? Le ministère Freinet s'arrête à la fin de l'année 1945. Ensuite, on le sait, c'est la fin du gouvernement de Gaulle en janvier 46. Et cas très caractéristique français de cette mémoire de 30 ans qu'appelait le général de Gaulle, c'est le ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui reprend la main avec toutes les questions qu'on évoquait tout à l'heure, le lien entre le ministère et le ministère de la Santé et le ministère des Transports, etc. Toutes ces problématiques sont déléguées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Un point quand même souvent méconnu, totalement oublié, qui a donné lieu à plusieurs recherches depuis quelques années, le retour des morts, dont on n'a pas encore parlé. Ce ministère des anciens combattants et victimes de guerre, jusqu'au milieu des années 60, a plusieurs agents et des bureaux en Allemagne, liés notamment au fameux service international de recherche d'Arolsen, pour ramener les morts. Et on imagine les problématiques, découverte des corps, des fosses communes, identification des corps pour les ramener aux familles lorsqu'on peut. Et là encore, on retombe sur les différences de cette problématique entre l'extermination des Juifs de France et les victimes de la répression. Avec, dans le cas, c'est vrai, des camps de mise à mort, la destruction des corps, les fours, des corps. Évidemment. Exactement. Cette réinsertion pour les autorités publiques, elle est bouclée très rapidement, puisqu'on voit, comme l'a dit Thomas, en fait, à la fin de l'année 45, les principales structures s'arrêtent. 1er septembre, le Lutetia ferme, le ministère arrête, et même si c'est un nouveau ministère qui prend les choses en main, finalement, on estime qu'on a déjà tout mis en place, tous les dispositifs d'aide, on n'a pas parlé, mais suite au Lutetia, il y a tout un tas de mesures qui sont là pour les aider, pour reprendre des études, reprendre un travail, pour se loger, pour travailler, etc. Donc on estime qu'on a déjà fait le gros du boulot. Après, il y a les associations qui sont là aussi pour leur venir en soutien, parce qu'en fait, les aides du ministère sont insuffisantes, et dans le cas des déportés juifs, sont strictement insuffisantes pour reprendre une vie normale. Mais comme le disent, et me l'ont dit moi aussi directement, plusieurs anciens déportés juifs, alors là je parle des rescapés juifs, mais je pense que c'est le cas pour les déportés en général, on ne vit pas après Auschwitz, on vit avec Auschwitz. Ouais, c'est vraiment ça aussi à retenir, c'est que ce moment du retour, c'est ce moment très court à la libération, à la capitulation de l'Allemagne, à la découverte des camps, tout cela, et puis c'est ce temps long qui dure peut-être jusqu'à aujourd'hui encore, on l'entend bien. Merci vivement à tous les deux. Laure Fourtage, il y a ce livre auquel vous avez collaboré, Après la Shoah, rescapés, réfugiés, survivants. Et merci à vous, Thomas Fontaine, avec votre bibliographie qui est sur le site du cours de l'histoire. Tous ces travaux autour de la déportation et du génocide. Merci vivement à tous les deux. Merci. On écoute pour terminer Germaine Tillion pour clore cette émission. Quant à la période qui a suivi immédiatement mon retour de captivité, je veux dire en France, c'est une des périodes où j'ai le moins de souvenirs visuels, de souvenirs photographiés. Si je voulais représenter cette période, je me représenterais comme, je ne sais pas moi, un hibou jeté à midi, place de la Concorde. Quelque chose de cet acabit-là. L'impression de vivre dans le noir, oui. Tous mes souvenirs sont recouverts d'un voile noir.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boek. Aujourd'hui, la technique François Saint-Jour, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copec, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.